Le cheikh millionnaire a parlé en turc et seule la femme de ménage a répondu, laissant tout. Le soleil couchant de Dubaï projetait ses rayons dorés à travers les immenses baies vitrées du gratte-ciel, créant un kaléidoscope de lumière sur le sol de marbre immaculé. La salle de conférence au 34e étage resplendissait sous les lustres en cristal, leur éclat se reflétant sur les surfaces polies comme un mirage dans le désert. Leila passait délicatement sa serpillière sur les rebords de la pièce, ses mouvements précis et discrets, presque invisibles aux yeux des puissants qui commençaient à affluer pour la réunion du conseil. L'air était imprégné d'un mélange subtil de parfums coûteux et de café arabe fraîchement préparé. Dehors, le vent du désert sifflait contre les vitres, mais à l'intérieur, seul le ronronnement discret de la climatisation troublait le silence. Leila sentait la fraîcheur du marbre sous ses chaussures usées, un contraste saisissant avec la chaleur écrasante qu'elle avait traversée pour arriver jusqu'ici à l'aube. Pourquoi est-elle encore là? La voix tranchante de Madame Fournier, une consultante française aux yeux gris acier et au maintien rigide, brisa le calme ambiant. Son regard balaya Leila avec un mélange d'irritation et de supériorité qui en disait long sur ce qu'elle pensait du personnel d'entretien. La réunion du conseil était sur le point de commencer. Des hommes en costume sur mesure et des femmes en tenue de soie s'installaient autour de la table ovale, leur conversation feutrée emplissant peu à peu l'espace. À la tête de la table siégeait Monsieur Rachid, jeune, puissant, vêtu d'un blanc immaculé, dégageant une aura d'autorité silencieuse. Son visage restait indéchiffrable tandis qu'il feuilletait ses dossiers. Leila, dans son uniforme gris et simple, recula rapidement vers un coin, ses mains calleuses serrant encore le manche de la serpillière. La lumière crue des néons faisait paraître ses chaussures encore plus ternes, et une unique goutte de sueur roulait sur sa tempe, bien que la pièce fût fraîche. « Elle ne comprend probablement même pas le français », ajouta Madame Fournier en roulant des yeux, s'adressant à son assistante Claire, qui hocha la tête avec un sourire pincé. Personne ne prit sa défense, pas même un regard. Leila resta immobile, les lèvres serrées, les yeux baissés mais brûlants. Elle avait tout compris. Chaque mot. La douleur était familière, presque attendue, comme une vieille connaissance qu'on n'a jamais invitée mais qui revient sans cesse. Mais elle ne dit rien. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle insulte. Un silence qui exigeait d'être mémorisé. « Messieurs, mesdames !» commença Monsieur Rachid, sa voix calme captant immédiatement l'attention de tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de notre expansion sur le marché turc. Les mots flottèrent dans l'air climatisé, atteignant Leila comme un écho lointain de son pays natal. Elle continua son travail, invisible mais présente, ses oreilles captant chaque détail de la discussion sur Istanbul, Ankara, les marchés émergents et les opportunités d'investissement. Pierre Moreau, le directeur financier, présenta des graphiques élaborés sur l'écran géant. Le potentiel est immense, mais nous devons comprendre la culture locale, les nuances. Nous aurons besoin d'interprètes qualifiés. Madame Fournier acquiesça avec assurance. J'ai déjà contacté une agence spécialisée. Ils nous enverront leurs meilleurs traducteurs pour la visite de la délégation turque la semaine prochaine. Leila sentit son cœur battre plus fort. La Turquie, sa terre, sa langue. Les souvenirs affluèrent, irrépressibles. L'odeur du thym et du pain frais dans la cuisine de sa grand-mère à Mardin, les rues pavées montant vers la vieille ville, le son des prières s'élevant dans l'air du soir. « Leila !» La voix ferme de Monsieur Rachid la ramena brutalement à la réalité. « Pouvez-vous nous apporter plus d'eau, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, monsieur !» répondit-elle en français, la tête légèrement inclinée, sa voix à peine audible. Madame Fournier arqua un sourcil, visiblement surprise d'entendre la femme de ménage parler un français correct, mais ne fit aucun commentaire. Leila se dirigea vers la fontaine à eau dans le coin de la pièce, remplissant méthodiquement les carafes en cristal. Ses gestes étaient précis, économes, comme si chaque mouvement avait été répété des milliers de fois. En retournant vers la table, elle sentit le regard de Monsieur Rachid s'attarder sur elle un instant de plus que nécessaire.
Ce n'était pas un regard condescendant comme celui de Madame Fournier, mais plutôt curieux, comme s'il voyait quelque chose que les autres ignoraient. La réunion se poursuivit pendant 2 heures. Leila resta dans l'ombre, remplissant les verres vides, ajustant discrètement la température de la pièce quand la discussion s'échauffait, ramassant les papiers tombés. Tout ce temps, elle écoutait, absorbait, apprenait. Les stratégies, les noms, les chiffres. Son esprit cataloguait chaque information comme un trésor caché. Lorsque la salle se vida enfin, Leila commença à nettoyer les traces laissées par la réunion. Tasses de café, verres d'eau, notes griffonnées et abandonnées. La lumière du jour déclinait, teintant la pièce d'or et d'ambre. « Tu es toujours la dernière à partir », observa Fatima, la femme qui s'occupait du service de thé en entrant dans la pièce. Plus âgée que Leila, avec des yeux bienveillants et des mains marquées par des années de travail, Fatima était originaire d'Algérie et avait pris Leila sous son aile depuis son arrivée. « J'aime le calme », répondit simplement Leila, un léger sourire adoucissant son visage fatigué. Fatima s'approcha d'elle, baissant la voix comme pour partager un secret. « J'ai entendu qu'ils préparent une grande réception pour les Turcs. Tu devrais être là. » Leila secoua doucement la tête. « Je suis juste la femme qui nettoie les sols, Fatima, pas une invitée. »« Tu es bien plus que ça, ma fille, » murmura Fatima en posant une main réconfortante sur l'épaule de Leila. Un jour, ils le verront tous. Le soleil avait presque disparu lorsque Leila quitta enfin le building, son uniforme soigneusement plié dans son sac. Dans le bus bondé qui la ramenait vers les logements du personnel à la périphérie de Dubaï, elle sortit discrètement un petit carnet usé et commença à noter de nouveaux mots français et arabes appris durant la journée. Demain serait un autre jour, un jour de plus à être invisible, mais peut-être aussi un jour plus proche de celui où elle pourrait enfin être vue. Mardin s'éveillait sous les premiers rayons du soleil, ses maisons de pierre ocre s'étirant sur les flancs de la colline comme un troupeau endormi. Du haut de la terrasse familiale, la jeune Leila, alors âgée de 12 ans, contemplait la plaine mésopotamienne qui s'étendait à perte de vue. L'air embaumait le thym et l'huile d'olive, tandis que la brise légère transportait les échos des appels à la prière depuis la vieille mosquée de pierre. « Leila, le petit déjeuner est prêt !» La voix chaleureuse de sa mère, Aïla, montait de la cuisine où flottait l'arôme du pain frais et du thé noir fumant. Ces matins simples constituaient l'essence même du bonheur pour Leila. Les rires de son petit frère Sem jouant avec des cailloux dans la cour, les chansons fredonnées par sa grand-mère Elif pendant qu'elle tissait, le cliquetis des ustensiles que son père, Kemal, préparait avant de partir pour son travail de chauffeur. « Un jour, tu verras au-delà de ces montagnes », lui disait souvent son père en pointant l'horizon. « Tu iras plus loin que nous tous. » Leila souriait, incrédule, mais rêveuse. Comment une fille de Mardin, issue d'une famille modeste, pourrait-elle voir le vaste monde ? Pourtant, elle excellait à l'école, dévorant livres et connaissances avec une soif insatiable que même ses professeurs peinaient à étancher. Mais la vie a parfois des tournants aussi brusques que les routes escarpées de Mardin. Un mardi pluvieux de novembre, alors que Leila avait 16 ans, 2 policiers frappèrent à leur porte. Le camion de Kemal avait dérapé sur une route de montagne. Ni lui, ni Aïla, qui l'accompagnait ce jour-là, n'avaient survécu. Le monde de Leila s'effondra comme un château de sable sous la pluie. Les jours qui suivirent se fondirent en une brume de larmes, de prières murmurées et de condoléances chuchotées. La maison, autrefois animée de chants et de rires, devint silencieuse comme une tombe. « Qu'allons-nous devenir ?» sanglotait Sem, blotti contre sa sœur la nuit, ses petites mains agrippant son châle comme une bouée de sauvetage. Leila n'avait pas de réponse, mais elle savait une chose, elle ne laisserait jamais tomber son frère. À 18 ans à peine, elle devint son tuteur légal, puisant dans une force qu'elle ne soupçonnait pas. « Nous irons à Istanbul », décida-t-elle après avoir vendu la modeste maison familiale. « Tu pourras y finir tes études. Je trouverai du travail. » La grand-mère Elif, trop âgée pour les suivre, les bénit en pleurant. « Prends ceci. »
dit-elle en enroulant son chapelet de prière turquoise autour du poignet de Leyla. Pour te rappeler qui tu es, même quand le monde l'oubliera. Istanbul les accueillit dans son chaos vibrant, indifférente à leur drame. Leyla et Sem s'installèrent dans une pièce minuscule à Tarlabaşı, un quartier populaire où se côtoyaient immigrants, artistes désargentés et familles ouvrières. Les jours s'enchaînaient, rythmés par une routine implacable. Leyla se levait avant l'aube pour nettoyer des bureaux, puis travaillait comme plongeuse dans un petit lokanta du quartier de Beyoğlu. Chaque soir, elle rentrait épuisée mais déterminée, vérifiant les devoirs de Sem, économisant chaque lira. « Tu devrais reprendre tes études aussi », lui disait souvent Sem, observant sa sœur étudier furtivement l'anglais sur des livres d'occasion. « Plus tard », répondait invariablement Leyla. « Toi d'abord. » Les années passèrent. Sem grandit, devenant un jeune homme brillant. Ses notes exceptionnelles lui valurent une bourse partielle pour l'université. Mais ce n'était pas suffisant. Leyla multiplia les emplois, dormant à peine 4 heures par nuit. Son corps protestant sous forme de migraines et de douleurs articulaires qu'elle ignorait stoïquement. Ce fut lors d'un de ses emplois, alors qu'elle nettoyait les locaux d'une agence de recrutement internationale, que Leyla tomba sur une annonce. Personnel d'entretien recherché pour grand groupe hôtelier à Dubaï, logement fourni, connaissance de l'anglais souhaité. Son cœur s'accéléra. Le salaire indiqué représentait 3 fois ce qu'elle gagnait à Istanbul, assez pour couvrir les frais universitaires de Sem et même économiser. Mais Dubaï, si loin, laissait Sem seul. « Tu dois y aller », affirma Sem lorsqu'elle lui en parla, ses yeux brillants d'une détermination qui reflétait celle de sa sœur. « C'est notre chance, je peux me débrouiller ici. Madame Nilufer, au 2e étage, a dit que je pouvais loger chez elle. » Le départ fut déchirant. Sur le quai de la gare routière d'Istanbul, Leyla serra son frère dans ses bras, respirant son odeur, comme pour l'imprégner dans sa mémoire. « Je reviendrai », promit-elle, la gorge nouée. « Ce n'est que pour quelques années. Je serai ingénieur quand tu reviendras, » répondit Sem, avec un sourire forcé. « Tu verras, tu seras fier. » Dans sa valise usée, Leyla n'emportait que le strict nécessaire, quelques vêtements, les photos de famille jaunies par le temps, le foulard bleu de sa mère et le petit carnet où elle notait méticuleusement ses progrès en langues étrangères. À 26 ans, elle quittait son pays, traversant la mer vers un avenir incertain. Dubaï l'accueillit dans un choc thermique et culturel. La chaleur écrasante, l'humidité qui plaquait ses vêtements contre sa peau, les buildings vertigineux qui semblaient défier les lois de la physique, tout lui semblait irréel, comme tiré d'un film futuriste. Le logement du personnel était un dortoir spartiate où s'entassaient des femmes venues des 4 coins du monde, Philippines, Inde, Sri Lanka, Éthiopie. Toutes avaient la même histoire, celle du sacrifice pour se rester au pays. Les premiers mois furent les plus difficiles. Leyla nettoyait des étages entiers d'hôtels de luxe, ses mains rougies par les produits chimiques, son dos douloureux après des heures à se pencher sur des baignoires en marbre où se prélassaient les riches. Chaque soir, elle s'effondrait sur son lit étroit, trop épuisée même pour pleurer. Puis vint l'opportunité de travailler au Burj Al Majid, un gratte-ciel abritant les bureaux des plus grandes entreprises internationales. Le travail était tout aussi exigeant, mais les horaires plus réguliers. Et surtout, il y avait Fatima. Fatima Ben Salah, une Algérienne d'une 50aine d'années au visage marqué par la vie, mais aux yeux pétillants de malice, s'occupait du service de thé et de café. Dès le premier jour, elle prit Leyla sous son aile. « Tu n'es pas comme les autres », lui dit Fatima en arabe, langue que Leyla commençait tout juste à comprendre. « Tu observes, tu écoutes, tu apprends. » Un soir, après leur service, Fatima invita Leyla à partager un repas dans sa minuscule chambre au dortoir. Le couscous parfumé aux épices rappela à Leyla les repas familiaux de son enfance, déclenchant une vague de nostalgie qu'elle combattit en silence. « Tu sais, » dit doucement Fatima en versant le thé à la menthe, « j'étais professeur d'histoire à Alger avant... »
Avant quoi? Demanda Leïla. Avant que la vie ne prenne un autre chemin, répondit simplement Fatima. Mais je n'ai jamais cessé d'être qui je suis à l'intérieur. C'est ça le secret, ma fille. Peu importe l'uniforme que tu portes, n'oublie jamais qui tu es vraiment. Ces mots résonnèrent en Leïla comme une révélation. Cette nuit-là, assise près de la fenêtre de sa chambre partagée, contemplant les lumières scintillantes de Dubaï, elle sortit son carnet et écrivit « Je suis Leïla Kartal de Mardin. Je parle turc, anglais et bientôt arabe. Je ne suis pas seulement celle qui nettoie, je suis celle qui apprend, qui observe, qui attend son heure. » Chaque nuit après son travail, elle étudiait avec acharnement. L'anglais d'abord, puis l'arabe et même le français, grâce aux leçons improvisées de Fatima. Elle économisait sur sa maigre alimentation pour s'offrir une connexion Internet sur son téléphone d'occasion, suivant des cours en ligne pendant que ses colocataires dormaient. 2 fois par mois, elle appelait Sem, son cœur se gonflant de fierté à chaque récit de ses succès universitaires. « J'ai eu les meilleures notes en ingénierie structurelle », annonçait-il avec enthousiasme. « Le professeur dit que je pourrais obtenir un stage à l'étranger l'année prochaine. »« Tu vois, je te l'avais dit que tu réussirais », répondait Leïla, avalant la boule de solitude qui lui nouait la gorge. 1 an passa ainsi, puis 2. Dans les couloirs luxueux du Burj Al-Majid, Leïla restait invisible aux yeux des puissants. Mais son esprit absorbait tout. Les conversations d'affaires, les négociations, les stratégies discutées. Sans le savoir, elle recevait une éducation que nulle université n'aurait pu lui offrir. L'aube peignait le ciel de Dubaï de teinte rosée lorsque Leïla franchit les portes du Burj Al-Majid. La climatisation la frappa comme une vague glacée, contraste saisissant avec la chaleur déjà oppressante qui régnait dehors malgré l'heure matinale. Le bâtiment était presque désert. Seuls quelques agents de sécurité somnolents et le personnel d'entretien de nuit finissant leur service animaient les vastes halls de marbre. « Bonjour, Ibrahim » salua-t-elle doucement le gardien à l'accueil qui lui répondit d'un hochement de tête amical. Ce matin n'était pas comme les autres. Leïla le sentait dans l'effervescence qui régnait déjà dans les étages supérieurs, dans les préparatifs minutieux qui avaient été ordonnés la veille. Une délégation turque importante devait arriver pour une réunion cruciale avec M. Rachid et ses associés. Des partenaires potentiels pour un projet immobilier colossal à Istanbul. Son chariot de nettoyage glissait silencieusement sur le sol poli, tandis qu'elle montait au 34e étage. La salle de conférence devait être impeccable. Les instructions de Madame Fournier avaient été claires et accompagnées de ce regard condescendant qui ne quittait jamais son visage lorsqu'elle s'adressait au personnel de service. Pas une poussière, pas une trace. Ces Turcs sont très pointilleux. Leïla avait réprimé un sourire ironique, comme si être turc impliquait automatiquement une obsession pour la propreté. Mais elle s'était contentée de hocher la tête respectueusement. La salle de conférence était majestueuse à cette heure, baignée par la lumière dorée du soleil levant. Leïla commença par les fenêtres, essuyant méticuleusement chaque centimètre de verre pour qu'il devienne presque invisible, offrant une vue imprenable sur l'horizon de Dubaï. Elle passa ensuite aux surfaces de bois précieux, à la grande table ovale, aux fauteuils en cuir. Pendant qu'elle travaillait, son esprit vagabondait vers Mardin. Que diraient ses parents s'ils pouvaient la voir maintenant, nettoyant les salles où se décidaient des contrats de millions de dirhams? Seraient-ils fiers ou auraient-ils le cœur brisé de voir leur fille brillante réduite à ce rôle invisible? Et la délégation turque, d'où venait-il exactement? Parlerait-il le dialecte de l'Est, comme celui de sa région natale, avec ses inflexions douces et ses expressions colorées? « Vous n'avez pas encore terminé ?» La voix tranchante de Madame Fournier interrompit ses pensées. La Française se tenait dans l'encadrement de la porte, impeccable dans son tailleur gris perle, un dossier serré contre sa poitrine. « J'ai presque fini, madame », répondit Leïla calmement, sans lever les yeux de la table qu'elle polissait. « Dépêchez-vous. Ils arrivent dans 1 heure et nous devons installer les documents et les rafraîchissements. » Leïla accéléra le rythme, consciente du regard impatient qui suivait chacun de ses mouvements.
Madame Fournier vérifiait nerveusement sa montre, puis son téléphone, tapant frénétiquement des messages. « C'est un désastre », marmonna-t-elle soudain. « Antoine devait traduire aujourd'hui et il vient d'appeler pour dire qu'il a une intoxication alimentaire. » Leila continua son travail, faisant mine de ne pas entendre, mais son cœur battait plus vite. Le traducteur ne viendrait pas. Elle acheva rapidement le nettoyage et commença à rassembler ses produits sur son chariot. « Vous pouvez disposer », lança Madame Fournier sans même un regard. « Et assurez-vous que personne ne nous dérange pendant la réunion. » Leila hocha la tête et poussa son chariot vers la sortie. Mais au lieu de descendre aux étages inférieurs, elle resta à proximité, s'occupant du couloir adjacent. Quelque chose dans son instinct lui disait de ne pas s'éloigner. Une demi-heure plus tard, l'ascenseur s'ouvrit sur Monsieur Rachid, accompagné de son équipe de direction. Son élégance naturelle était rehaussée par un costume bleu nuit parfaitement coupé. Il salua Leila d'un léger signe de tête en passant, un geste simple mais rare de la part d'un homme de son statut. Peu après, un second groupe émergea des ascenseurs, 5 hommes en costume sombre, à l'allure sérieuse et professionnelle. La délégation turque. Leila sentit son cœur se serrer. Ces hommes venaient de chez elle, respiraient le même air qui avait bercé son enfance. L'un d'eux, plus âgé, avait même cet accent si caractéristique de l'Est qu'elle reconnut instantanément lorsqu'il salua brièvement un collègue. Madame Fournier les accueillit avec un sourire professionnel, les conduisant vers la salle de conférence. Leila les suivit discrètement du regard, puis retourna à son chariot, feignant de s'affairer. 22 minutes plus tard, alors qu'elle nettoyait les vitres du couloir, Leila entendit la voix de Madame Fournier, tendue et légèrement paniquée, à travers la porte entr'ouverte. « Monsieur Rachid, nous avons un problème. Notre traducteur ne viendra pas, et l'agence ne peut pas nous envoyer de remplaçant avant 2 heures. »« C'est inadmissible, » répondit la voix calme mais ferme de Monsieur Rachid. « Ces messieurs ont fait le déplacement spécialement. Je comprends, mais nous pouvons commencer en anglais pour les présentations générales. » La voix du plus âgé des Turcs s'éleva alors, parlant dans sa langue maternelle. Leila comprit chaque mot. « Nous préférerions avoir un interprète. Les détails techniques sont trop importants pour risquer des malentendus en anglais. » Madame Fournier semblait désemparée face à ces mots qu'elle ne comprenait pas. Un silence gêné s'installa dans la salle. Leila sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait qu'elle pouvait aider, mais oserait-elle? Les paroles de Fatima lui revinrent en mémoire. « N'oublie jamais qui tu es vraiment » et celle de sa grand-mère. « Pour te rappeler qui tu es, même quand le monde l'oubliera. » Sa décision fut prise en un instant. Leila posa son chiffon, lissa son uniforme du plat de la main et frappa doucement à la porte entr'ouverte. Tous les regards se tournèrent vers elle. Des expressions allant de la surprise à l'irritation se peignirent sur les visages. Madame Fournier fronça les sourcils. « Que voulez-vous ? Nous sommes en réunion », lança-t-elle sèchement. Leila prit une profonde inspiration, puis, d'une voix claire et posée, s'adressa directement à Monsieur Rachid. « Excusez-moi, monsieur. J'ai entendu que vous aviez besoin d'un interprète pour le turc. » Avant que Madame Fournier puisse l'interrompre, elle se tourna vers la délégation turque et prononça dans un turc parfait « Isterseniz ben sevirebilirim, Mardin doğumluyum ve Türkçe ana dilim. » Si vous le souhaitez, je peux traduire. Je suis né à Mardin et le turc est ma langue maternelle. Le silence qui suivit fut absolu. L'étonnement se lisait sur tous les visages. Le délégué plus âgé, M. Demir, fut le premier à réagir, un sourire éclairant son visage austère. « Mardin Limizin, ne Güzel Birşehir. Tu es de Mardin? Quelle belle ville !» M. Rachid regarda Leila avec un intérêt nouveau. « Vous parlez turc ?»« Oui, monsieur, c'est ma langue maternelle. Je suis originaire de Mardin, dans le sud-est de la Turquie. »« Elle est femme de ménage », intervint Madame Fournier, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas approprié de... C'est exactement ce dont nous avons besoin, » l'interrompit M. Rachid, son regard toujours fixé sur Leila. « Connaissez-vous le vocabulaire des affaires, mademoiselle ?»« Leila Kartal, monsieur. Et oui,
Je comprends le vocabulaire des affaires. J'ai travaillé ici depuis 2 ans et j'ai beaucoup appris en écoutant. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de M. Rachid. J'en suis certain. Il se tourna vers la délégation turque. Messieurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mademoiselle Kartal sera notre interprète aujourd'hui. Monsieur Demir acquiesça avec enthousiasme, visiblement ravi de pouvoir communiquer dans sa langue. Les autres membres de la délégation échangèrent des regards approbateurs. « Parfait !» conclut Monsieur Rachid. Puis, s'adressant à Leila, « Veuillez vous joindre à nous, mademoiselle Kartal. » Madame Fournier semblait sur le point de protester, mais se ravisa, lançant à Leila un regard indéchiffrable. Pour la première fois, il n'y avait pas de mépris dans ses yeux, mais plutôt une sorte de confusion mêlée de réévaluation. Leila prit place à la table de conférence entre les deux groupes. Son uniforme gris détonnait parmi les costumes élégants, mais elle se tenait droite, digne, son visage empreint d'un professionnalisme tranquille. Sous la table, ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix resta ferme lorsqu'elle commença à traduire les premières phrases de M. Rachid. Les mots coulaient entre les langues comme une rivière limpide, précis et nuancée. Leila captait les subtilités culturelles, adaptant les expressions idiomatiques, clarifiant les points techniques avec une aisance qui surprit même les délégués turcs. Son expérience d'observation silencieuse dans ces mêmes salles lui avait appris bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Au bout d'1 heure, la réunion avançait avec une fluidité remarquable. Les premiers contrats préliminaires étaient discutés, les chiffres échangés, les perspectives analysées. Leila traduisait sans faillir, parfois ajoutant discrètement des notes culturelles qui aidaient à la compréhension mutuelle. « Dites à M. Rachid que son approche nous impressionne », confia M. Demir à Leila en turc. « Peu d'entreprises étrangères montrent autant de respect pour nos coutumes d'affaires. » Leila traduisit fidèlement et vit M. Rachid incliner légèrement la tête en signe de reconnaissance. À midi, lorsque la pause déjeuner fut annoncée, M. Rachid se leva et s'adressa directement à Leila. « Mademoiselle Kartal, votre aide a été inestimable ce matin. J'aimerais que vous nous accompagniez pour le déjeuner d'affaires et que vous continuiez à assurer la traduction. » Madame Fournier, qui avait observé toute la scène avec une surprise croissante, intervint. « Je vais lui faire apporter un uniforme plus approprié pour le restaurant. » Leila sentit une vague de gratitude mêlée d'incrédulité. En l'espace de quelques heures, elle était passée de l'invisibilité à la reconnaissance. Et tout cela parce qu'elle avait osé parler dans sa propre langue, être fidèle à qui elle était vraiment. Tandis qu'elle suivait le groupe vers les ascenseurs, son regard croisa celui de Fatima qui poussait son chariot de thé dans le couloir. La vieille Algérienne lui adressa un clin d'œil complice et un sourire radieux. « Tu vois, semblait dire ce sourire, je te l'avais bien dit que ton moment viendrait. » Et pour la première fois depuis des années, Leila sentit que le chemin parcouru depuis les collines de Mardin prenait enfin tout son sens. Le lendemain de sa performance remarquable comme interprète, Leila arriva au Bourj al-Majid avec un mélange d'anxiété et d'espoir. La veille, après le déjeuner d'affaires qui s'était prolongé jusqu'au milieu de l'après-midi, M. Rachid l'avait remercié chaleureusement. La délégation turque, particulièrement M. Demir, avait insisté pour échanger quelques mots en privé avec elle, évoquant avec nostalgie les paysages de Mardin et les traditions de l'Anatolie orientale. « Vous êtes une fille de notre terre », lui avait dit M. Demir en lui serrant les mains. « Et vous nous faites honneur !» Ces mots résonnaient encore dans son esprit alors qu'elle franchissait les portes tournantes du building. Le hall de marbre, familier après tant de matins identiques, lui semblait pourtant différent aujourd'hui. Ou peut-être était-ce elle qui avait changé. « Bonjour, Leila », la salua Ibrahim à l'accueil, avec un respect nouveau dans la voix. La nouvelle de son intervention s'était visiblement répandue parmi le personnel. Elle prit l'ascenseur jusqu'au vestiaire du personnel où elle enfila son uniforme gris. Ses doigts s'attardèrent un instant sur le tissu rêche. Hier, pendant quelques heures, elle avait porté une tenue de bureau prêtée par l'assistante de M. Rachid.
Le retour à l'uniforme était comme un rappel silencieux de sa place réelle dans la hiérarchie du Burj al-Majid. Pourtant, quelque chose avait changé. Les regards que lui lançaient les autres membres du personnel d'entretien étaient différents. Curieux, admiratifs, parfois même légèrement envieux. « La princesse turque est de retour parmi nous », plaisanta gentiment Aïcha, une femme de ménage philippine, avec qui elle partageait souvent sa pause déjeuner. Leila sourit, embarrassée mais touchée. « J'ai juste traduit quelques phrases. Tu as fait bien plus que ça », intervint Fatima qui entrait dans les vestiaires, son visage ridé, illuminé d'un sourire fier. « Tout le bâtiment ne parle que de toi. La femme de ménage qui a sauvé la réunion avec les Turcs. » Leila rougit et s'empressa de changer de sujet, mal à l'aise face à cette soudaine célébrité. Elle s'empara de son chariot et commença sa tournée habituelle, nettoyant les bureaux vides, essuyant les surfaces, vidant les corbeilles. Le travail était le même, mais elle le faisait avec une conscience différente, comme si chaque geste était désormais empreint d'une dignité nouvelle. Vers 10 heures, alors qu'elle polissait les miroirs des toilettes du 30e étage, son téléphone vibra dans sa poche. Un message de la réception. « Mademoiselle Cartal, veuillez vous présenter au bureau de Monsieur Rachid dès que possible. » Son cœur fit un bond. Pourquoi Monsieur Rachid voulait-il la voir? Était-ce pour la remercier à nouveau ou y avait-il eu un problème avec la traduction? Elle vérifia son apparence dans le miroir qu'elle venait de nettoyer, lissa ses cheveux et son uniforme, puis se dirigea vers l'ascenseur, son esprit tourbillonnant de possibilités. Le bureau de Monsieur Rachid occupait tout l'angle nord-ouest du 40e étage, offrant une vue spectaculaire sur la ville et le golfe Persique. Jamais encore Leila n'avait mis les pieds dans cet espace réservé à la haute direction. L'assistante, une Française élégante nommée Sophie, l'accueillit avec un sourire poli. « Il vous attend », dit-elle en ouvrant la porte du bureau principal. Monsieur Rachid était assis derrière un immense bureau en bois sombre, des documents étalés devant lui. Il leva les yeux et sourit en voyant Leila. « Mademoiselle Cartal, merci d'être venue si promptement. Asseyez-vous, je vous en prie. » Leila s'assit au bord du fauteuil en cuir, les mains croisées sur ses genoux. Monsieur Rachid la regardait avec une expression indéchiffrable. « J'ai reçu ce matin un appel de Monsieur Demire, » commença-t-il. « Il a tenu à me dire combien votre présence avait été précieuse hier. Apparemment, vous avez saisi des nuances culturelles qu'un simple traducteur aurait pu manquer. »« C'était un honneur pour moi, monsieur, » répondit simplement Leila. « J'ai été impressionné par vos compétences, et cela m'a fait réfléchir. » Il fit une pause, joignant ses mains sous son menton. « Nous avons récemment créé un poste au sein de notre équipe de relations internationales. Un poste qui nécessite justement la maîtrise du turc, de l'arabe et du français, en plus de l'anglais. J'aimerais vous proposer d'y postuler. » Leila sentit son souffle se couper. Était-ce réel, une offre d'emploi au sein même du groupe de Monsieur Rachid? Elle qui, la veille encore, nettoyait les sols que foulaient les cadres. « Je suis très honoré, monsieur. Mais je n'ai pas de diplôme en relations internationales, ni même d'expérience professionnelle dans ce domaine. Vous avez quelque chose de plus précieux, une intelligence naturelle et une compréhension intuitive des cultures. Les diplômes s'acquièrent, mademoiselle Cartal. Le talent, lui, est inné. » Il lui tendit une carte professionnelle. « Contactez notre département des ressources humaines cet après-midi. Ils vous guideront pour la procédure de candidature. » Leila prit la carte, les doigts légèrement tremblants. « Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. » En sortant du bureau, elle flottait sur un nuage. L'assistante Sophie lui adressa un sourire complice, comme pour confirmer que ce qui venait de se passer était bien réel. Leila redescendit à son étage, l'esprit bouillonnant. Elle devait le dire à Fatima et appeler Sem dès ce soir. Et peut-être même commencer à chercher un petit appartement loin du dortoir. Perdue dans ses pensées, elle ne vit pas tout de suite Madame Fournier qui s'avançait vers elle d'un pas déterminé dans le couloir du 34e étage. La Française portait un tailleur rouge vif et une expression orageuse.
Vous voilà enfin, lança-t-elle d'un ton sec. J'ai besoin que la salle de conférence soit préparée immédiatement pour une réunion imprévue. Et assurez-vous que les carafes d'eau soient bien remplies cette fois-ci. Leila marqua un temps d'arrêt, surprise par ce ton après les événements de la veille. Bien sûr, madame. Je m'en occupe tout de suite. Elle se dirigea vers la salle de conférence, sentant le regard de madame Fournier peser sur son dos. La pièce était déjà occupée par 2 assistants qui disposaient des dossiers. Leila commença à arranger les chaises, vérifiant que chacune était parfaitement alignée. « Pas celle-là !» ordonna sèchement madame Fournier qui venait d'entrer. « Nous n'aurons besoin que de 10 chaises. Retirez les autres. » Leila s'exécuta en silence, déplaçant les fauteuils excédentaires. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce pour aller chercher les carafes d'eau, madame Fournier la retint par une remarque. « J'ai entendu dire que monsieur Rachid vous a convoqué dans son bureau. Ce n'était pas une question, mais plutôt une affirmation teintée de suspicion. » Leila se contenta de hocher la tête. « Vous pensez vraiment qu'un coup de chance suffit à changer qui vous êtes ?» poursuivit madame Fournier, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Aujourd'hui, vous êtes toujours celle qui nettoie les sols et apporte l'eau. N'oubliez pas votre place. » Les mots cinglèrent comme une gifle. Leila sentit une boule se former dans sa gorge, mélange de colère et d'humiliation. Elle aurait voulu répondre, dire que monsieur Rachid lui avait proposé un poste, que demain peut-être elle serait assise à cette même table de conférence. Mais quelque chose la retint. Une dignité silencieuse, la même qui l'avait toujours accompagnée depuis Mardin. « Les carafes seront là dans un instant, madame », se contenta-t-elle de répondre, la voix ferme, malgré l'émotion. En quittant la pièce, elle surprit le regard méprisant que madame Fournier échangea avec l'un des assistants. Un regard qui disait clairement « Elle ne sera jamais l'une des nôtres ». Dans le couloir désert, Leila s'arrêta un instant, le dos appuyé contre le mur froid. La carte de visite dans sa poche semblait soudain plus lourde. Le chemin qui s'ouvrait devant elle ne serait pas facile. Certaines personnes, comme Mme Fournier, ne verraient jamais en elle qu'une femme de ménage qui avait eu un coup de chance. Mais au fond d'elle, une voix plus forte que celle de Mme Fournier résonnait. La voix de sa grand-mère Elif, qui lui répétait souvent « Ce ne sont pas les autres qui définissent de qui tu es, c'est la façon dont tu te tiens debout face à leur regard. » Leila se redressa, inspira profondément et se dirigea vers la cuisine pour chercher les carafes d'eau. Ce soir, elle postulerait pour ce poste, et demain, peut-être, ce serait Madame Fournier qui lui apporterait un verre d'eau. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre avec la délégation turque. 3 semaines pendant lesquelles la vie de Leila avait basculé dans un tourbillon d'entretiens, de formulaires à remplir et d'attentes fébriles. Le processus de recrutement pour le poste suggéré par M. Rachid s'était révélé plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Tests de compétences linguistiques, évaluation de personnalité, entretien avec différents responsables du groupe. Pendant tout ce temps, Leila avait continué son travail de femme de ménage, frottant les mêmes sols, essuyant les mêmes miroirs, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé à l'intérieur d'elle. Chaque geste était désormais empreint d'une conscience nouvelle, d'une certitude tranquille que ses jours étaient comptés. Le matin du 22e jour, alors que Leila terminait de nettoyer les toilettes du 32e étage, son téléphone vibra. Un message de Sophie, l'assistante de M. Rachid. « Pourriez-vous monter au 40e étage dès que possible ? M. Rachid souhaite vous voir. » Son cœur s'emballa. Était-ce enfin la réponse qu'elle attendait? Ou allait-on lui annoncer poliment qu'un candidat plus qualifié avait été retenu? Elle rangea rapidement son matériel, vérifia son apparence dans un miroir et prit l'ascenseur, les mains moites d'appréhension. En arrivant au bureau de M. Rachid, elle fut surprise de trouver Sophie particulièrement souriante. « Il vous attend », dit l'assistante en lui ouvrant la porte. « Et félicitations », ajouta-t-elle à voix basse. Leila entra, le cœur battant. M. Rachid n'était pas seul. À côté de lui se tenait Madame Benali, la directrice des ressources humaines, une femme élégante d'origine marocaine avec qui Leila avait eu son dernier entretien. Mademoiselle Cartal, l'accueillit M. Rachid en se levant pour lui serrer la main. « Asseyez-vous,
je vous en prie. » Leila s'assit, les mains croisées sur ses genoux pour masquer leur léger tremblement. « Nous avons pris notre décision concernant le poste d'adjointe aux relations internationales, » commença M. Rachid. Il marqua une pause, son regard indéchiffrable. « Et c'est avec grand plaisir que nous vous l'offrons. » Les mots mirent une seconde à atteindre pleinement la conscience de Leila. Puis la réalité la frappa avec la force d'une vague. Elle avait réussi. « Nous avons été particulièrement impressionnés par vos compétences linguistiques et votre intelligence émotionnelle, » ajouta Madame Ben Ali. « Votre capacité à saisir les nuances culturelles est exactement ce dont nous avons besoin pour développer nos relations avec la Turquie et plus largement le Moyen-Orient. » Je ne sais comment vous remercier, balbutia Leila, l'émotion serrant sa gorge. « En excellant dans votre nouveau rôle, » répondit simplement M. Rachid. Il lui tendit une enveloppe. « Voici les détails de votre contrat. Vous commencerez lundi prochain, ce qui vous laisse 3 jours pour vous préparer. Madame Ben Ali vous guidera pour les formalités administratives. » Leila prit l'enveloppe d'une main légèrement tremblante. À travers le papier, elle pouvait presque sentir le poids de la promesse qu'il contenait. Un salaire décent, un statut, la reconnaissance de sa valeur, une vie nouvelle. Une dernière chose, ajouta M. Rachid alors qu'elle s'apprêtait à partir. Nous organisons ce soir une réception pour la signature finale du contrat avec la délégation turque. M. Demir a spécifiquement demandé votre présence. Ce sera l'occasion parfaite pour vous présenter officiellement à l'équipe dans votre nouveau rôle. Cette fois, Leila ne put retenir un large sourire. « Ce sera un honneur, monsieur. » En sortant du bureau, elle fut accueillie par les félicitations chaleureuses de Sophie, qui lui remit une carte magnétique flambant neuve. « Votre badge d'accès pour les étages de la direction. Vous n'êtes plus limité aux zones de service maintenant. » La descente en ascenseur lui sembla irréelle, comme si elle flottait dans un rêve. Elle devait le dire à Fatima immédiatement. Et appeler Sem. Et peut-être même s'acheter une tenue convenable pour la réception de ce soir. En arrivant au 30e étage, elle aperçut Fatima, qui poussait son chariot de thé vers la salle de réunion. « Fatima !» appela-t-elle, incapable de contenir son excitation. Le visage ridé de l'Algérienne s'illumina en voyant l'expression de Leila. « Ils t'ont donné le poste !» Ce n'était pas une question. Leila hocha la tête, trop émue pour parler, et se jeta dans les bras de son amie. Elles restèrent ainsi un moment, au milieu du couloir, indifférentes au regard curieux des employés qui passaient. « Je savais que ce jour viendrait », murmura Fatima, les yeux brillants de larmes contenues. « Depuis le premier jour où je t'ai vue, si discrète mais si attentive, j'ai su que tu n'étais pas faite pour rester dans l'ombre. » L'après-midi passa dans un tourbillon d'émotions et de préparatifs. Leila obtint la permission de quitter son service plus tôt pour se préparer pour la réception. Avec l'aide de Sophie, elle dénicha une boutique qui proposait des tenues de soirée à prix abordable et y dépensa une partie de ses économies pour acheter une robe bleu nuit simple mais élégante. Le soir venu, le grand salon de réception du Burj Al Majid resplendissait. Des rideaux de soie dorée encadraient les immenses fenêtres, reflétant la lumière des lustres en cristal. Un buffet somptueux avait été dressé le long d'un mur, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. L'élite des affaires de Dubaï était présente, hommes en costumes impeccables et femmes en tenues sophistiquées. Leila se tenait à l'entrée, hésitante. Dans sa robe neuve, les cheveux soigneusement coiffés, elle semblait transformée. Pourtant, une part d'elle-même se sentait encore comme une intruse dans ce monde de luxe et de pouvoir. « Mademoiselle Kartal !» La voix de M. Demir l'attira de ses pensées. Le Turc s'avançait vers elle, suivi de près par M. Rachid. « Quelle joie de vous revoir !» dit-il en turc, lui prenant les mains avec chaleur. « M. Rachid vient de m'annoncer la bonne nouvelle. Félicitations pour votre nouveau poste. »« Merci, monsieur !» répondit Leila dans la même langue, touchée par sa gentillesse. Monsieur Rachid les observait avec un sourire approbateur. « Venez !» dit-il en guidant Leila vers le centre de la pièce. « Il y a des personnes que j'aimerais vous présenter. » Pendant l'heure qui suivit,
Leïla fut introduite à une succession de cadres, partenaires commerciaux et personnalités influentes. À sa grande surprise, la plupart la saluèrent avec respect, certains mentionnant avoir entendu parler de la remarquable interprète turque. D'autres, cependant, ne purent cacher leur étonnement en apprenant qu'elle avait été femme de ménage jusqu'à la veille. Ce fut alors que Leïla aperçut Madame Fournier, resplendissante dans une robe rouge qui semblait conçue pour attirer l'attention. La Française la fixa un instant, son expression oscillant entre incrédulité et contrariété. Puis elle s'approcha, un verre de champagne à la main. « Mademoiselle Cartal, dit-elle d'un ton neutre, quelle métamorphose !»« Madame Fournier, répondit poliment Leïla, merci de votre présence ce soir. » Un silence gêné s'installa entre elles. Madame Fournier semblait chercher ses mots, inhabituellement mal à l'aise. « J'ai appris pour votre promotion, » dit-elle finalement. « C'est inattendu. » Leïla aurait pu répondre par une pique, lui rappeler ses paroles blessantes. Mais quelque chose dans la vulnérabilité momentanée de Madame Fournier l'en empêcha. « La vie est pleine de surprises », se contenta-t-elle de répondre avec un sourire sincère. « Pour nous tous. » Avant que Madame Fournier ne puisse répondre, le tintement d'un verre attira l'attention de tous. Monsieur Rachid se tenait au centre de la pièce, attendant le silence. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix portant sans effort dans le grand salon. « Nous sommes réunis ce soir pour célébrer la signature d'un partenariat important avec nos amis de Turquie. Mais j'aimerais également saisir cette occasion pour souligner quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. » Il fit signe à Leïla de s'approcher. Hésitante, elle s'avança vers lui, consciente des dizaines de regards fixés sur elle. Dans notre quête d'excellence, nous cherchons souvent des talents aux quatre coins du monde, poursuivit Monsieur Rachid. Pourtant, parfois, ces talents sont déjà présents parmi nous, cachés à la vue de tous. Un murmure parcourut l'assemblée. Leïla sentit ses joues s'empourprer. Mademoiselle Cartal, ici présente, travaillait jusqu'à récemment comme membre de notre personnel d'entretien. Beaucoup d'entre vous l'ont côtoyée sans la voir. Pourtant, elle parle couramment 4 langues, possède une compréhension intuitive des affaires et a fait preuve d'un courage et d'une intégrité remarquables. Il se tourna vers Leïla, son regard empreint d'une sincérité qui la toucha profondément. Il y a des moments où les voix les plus discrètes portent la plus grande sagesse. Aujourd'hui, nous honorons quelqu'un non pas pour sa position, mais pour sa valeur intrinsèque, son intégrité et son courage. Un silence respectueux avait envahi la salle. Même Madame Fournier semblait pensive. Je vous présente officiellement Leïla Cartal, notre nouvelle adjointe aux relations internationales, et je vous invite tous à vous joindre à moi pour lui souhaiter la bienvenue dans notre équipe. Les applaudissements éclatèrent, d'abord polis, puis plus chaleureux. Monsieur Demir et ses collègues turcs étaient particulièrement enthousiastes. Leïla se tenait droite au centre de cette attention inattendue, émue, mais digne. Ses yeux balayèrent la salle et s'arrêtèrent un instant sur Fatima, qui s'était glissée discrètement par une porte de service pour assister à ce moment. L'Algérienne pleurait silencieusement, un sourire radieux illuminant son visage. « Merci à tous », dit simplement Leïla lorsque les applaudissements s'estompèrent. « Je m'engage à honorer cette confiance par mon travail et mon dévouement. » Tandis que la soirée reprenait son cours, plusieurs personnes s'approchèrent pour la féliciter personnellement. Parmi elles, un homme d'affaires émirati plus âgé lui confia à voix basse « Ma mère aussi était femme de ménage avant de créer sa propre entreprise. Ne laissez jamais personne vous faire douter de votre valeur, mademoiselle. » Ces mots résonnèrent en Leïla comme un écho des enseignements de sa grand-mère, Elif. Sous les lustres étincelants du Burj al-Majid, elle se sentait enfin à sa place. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que le monde autour d'elle commençait enfin à la voir telle qu'elle avait toujours été. 2 mois s'étaient écoulés depuis la soirée de réception. L'été battait son plein à Dubaï, enveloppant la ville d'une chaleur étouffante qui faisait miroiter l'horizon. Mais dans son nouvel appartement du quartier de Dubaï Marina, Leïla goûtait à la fraîcheur d'une climatisation qu'elle pouvait enfin régler à sa guise.
L'appartement n'était pas grand, un simple studio avec une kitchenette et une salle de bain. Mais pour Leïla, c'était un palais. La vue donnait sur la marina, offrant un spectacle hypnotique de mâts oscillants et de voiles blanches se détachant sur l'eau turquoise. Mais le véritable luxe était ailleurs, dans l'intimité des murs qui n'appartenaient qu'à elle, dans le silence qui n'était troublé que par les bruits qu'elle choisissait d'y introduire, dans la liberté de suspendre au mur les souvenirs de Mardin sans craindre qu'ils ne disparaissent. Le foulard bleu de sa mère, soigneusement encadré, occupait la place d'honneur au-dessus de son petit bureau. À côté, une photographie de Sem lors de sa remise de diplôme, souriant fièrement à l'objectif. Et sur une étagère, le chapelet en turquoise de sa grand-mère Elif, rappel constant de ses racines. Ce soir-là, en rentrant du travail, Leïla posa sa sacoche en cuir, un cadeau qu'elle s'était offert pour marquer sa nouvelle vie, et se dirigea directement vers la fenêtre pour l'ouvrir. Malgré la chaleur, elle aimait sentir pendant quelques instants la brise marine sur son visage, écouter les bruits de la ville qui s'animait pour la soirée. Son téléphone vibra. Un message de Fatima. « J'ai fait trop de baklava. Je passe dans 30 minutes. Prépare le thé. » Leïla sourit. Depuis sa promotion, elle avait insisté pour rester proche de Fatima, refusant que leurs différences de statut professionnel n'affectent leur amitié. Chaque semaine, elle partageait au moins un repas, alternant entre l'appartement de Leïla et le petit logement que Fatima occupait désormais seule, ses colocataires ayant déménagé. En attendant son amie, Leïla changea sa tenue de bureau pour un simple pantalon de coton et une tunique légère. Ses mouvements étaient détendus, empreints d'une aisance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ces 2 mois comme adjointe aux relations internationales avaient été intenses, mais exaltants. Monsieur Rachid, qu'elle appelait désormais Karim en privé, à sa demande, l'avait immédiatement intégrée dans des projets importants, valorisant sa connaissance de la culture turque et sa capacité d'adaptation. Le projet d'hôtel de luxe à Istanbul avançait rapidement. La semaine précédente, elle s'était même rendue en Turquie pour la première fois depuis son départ, accompagnant une délégation pour visiter le site. Être de retour sur le sol turc, entendre sa langue maternelle dans les rues, sentir les odeurs familières des épices et du thé, avait réveillé en elle une nostalgie douce amère. Elle n'avait pas eu le temps d'aller jusqu'à Mardin, mais elle avait pu passer une journée entière avec Sem à Istanbul. Son frère, désormais diplômé en ingénierie, travaillait pour un bureau d'études respecté. Le voir si accompli, si confiant, avait rempli Leïla d'une fierté qui valait tous les sacrifices. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Fatima se tenait sur le seuil, un grand plat couvert entre les mains, son visage ridé illuminé par un sourire chaleureux. « Entre, entre !» l'accueillit Leïla en l'embrassant sur les 2 joues. « Le thé est presque prêt. » Elles s'installèrent sur le petit balcon, profitant de la brise qui s'était levée avec le crépuscule. Le ciel se teintait de rose et d'orange, créant un tableau saisissant au-dessus des buildings scintillants. « Alors, » commença Fatima en servant généreusement les baklavas sur 2 assiettes, « comment s'est passée cette première semaine en tant que responsable de projet ?» Leïla sourit. Sa récente promotion au sein même du département des relations internationales avait été inattendue, mais méritée. Intense. L'équipe est formidable, mais coordonner les différents intervenants entre Dubaï et Istanbul demande une énergie constante. « Tu as toujours eu cette énergie en toi », remarqua Fatima en sirotant son thé. « Même quand tu nettoyais les sols, cette flamme qui ne s'éteint jamais. » Elles discutèrent longuement, partageant les dernières nouvelles du Burj al-Majid. Fatima, qui continuait de servir le thé aux réunions de direction, était une source inépuisable d'informations sur les dynamiques internes et les rumeurs qui circulaient. « Tu sais qui a demandé à être transféré dans une autre division ?» dit Fatima avec un sourire malicieux. « Madame Fournier !» Leïla arqua un sourcil surprise. « Vraiment ? Pourquoi ? Apparemment, elle ne supporte pas de te croiser quotidiennement dans les réunions de direction. » Fatima eut un petit rire.
Son ego n'a pas survécu à ton ascension. Leïla secoua la tête, mi-amusée, mi-pensive. Je ne lui ai jamais voulu de mal, tu sais. Ses paroles blessantes m'ont même poussé à me dépasser. C'est ça qui te rend spécial, dit doucement Fatima. Tu ne portes pas le poids de l'amertume. Tu transformes les obstacles en tremplins. Tandis que la nuit tombait complètement, enveloppant la ville d'un manteau d'obscurité piqué de 1000 lumières, leur conversation dériva vers des sujets plus personnels. Fatima évoqua son projet de retourner en Algérie l'année suivante, après avoir économisé suffisamment pour acheter une petite maison dans son village natal. « Tu viendras me voir ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'espoir. « Bien sûr, » promit Leïla. « Et tu dois venir à Mardin aussi un jour. Je te ferai découvrir les ruelles de pierre et la vue depuis les terrasses. » Lorsque Fatima partit, aux alentours de 10 heures, Leïla resta un moment sur le balcon, contemplant la marina illuminée. La vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais osé imaginer lorsqu'elle avait quitté la Turquie, le cœur lourd et l'avenir incertain. Elle rentra, referma la fenêtre et s'installa à son bureau. Depuis plusieurs jours, elle repoussait le moment d'écrire cette lettre particulière, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'elle ressentait. Ce soir, pourtant, il semblait couler naturellement. Elle ouvrit son ordinateur portable, un autre symbole de sa nouvelle vie, et commença à taper un email à Sem. « Mon cher frère, ce soir, en regardant la mer depuis ma fenêtre, j'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis les collines de Mardin. Te souviens-tu de ce que Père nous disait souvent? Le monde est vaste, mais pas inaccessible pour ceux qui osent rêver. À l'époque, ces mots me semblaient être de simples encouragements d'un parent aimant. Aujourd'hui, je comprends leur profonde vérité. Il y a quelques mois encore, j'étais invisible, une ombre qui nettoyait les espaces où d'autres brillaient. Aujourd'hui, non seulement ils me voient, mais ils m'écoutent. Et tout ce que j'ai fait, c'est parler. Dans la langue de mon âme, ma promotion récente au poste de responsable de projet est une nouvelle étape que je n'aurais jamais cru possible. Mais tu sais ce qui me rend le plus fier? Ce n'est pas le titre, ni même le salaire. C'est de pouvoir enfin utiliser pleinement mes capacités, de sentir que mon travail a un sens, qu'il crée des ponts entre les cultures. La semaine dernière, lors d'une réunion difficile où les partenaires turcs et émiratis semblaient dans une impasse, j'ai pu expliquer à chaque partie les nuances culturelles que l'autre ne saisissait pas. Voir la compréhension s'installer, les tensions se dissiper, a été une récompense plus grande que n'importe quelle augmentation. Notre enfance à Mardin, avec ses difficultés et ses joies simples, nous a donné une force que beaucoup ici ne possèdent pas. La capacité à trouver le bonheur dans les petites choses, la résilience face aux épreuves et une compréhension profonde de la valeur du travail et de la dignité. Tu me manques terriblement, mais savoir que tu t'épanouis dans ton travail allège cette séparation. J'espère que tu pourras venir me voir bientôt. Mon appartement est petit, mais la vue sur la mer vaut tous les palais du monde, et j'ai tant à te montrer de cette ville étrange et fascinante qui est devenue mon second foyer. Avec tout mon amour, ta sœur, Leïla. Elle relut le message, y apporta quelques corrections puis l'envoya. Un sentiment de plénitude l'envahit. Le chemin avait été long et semé d'embûches, mais chaque épreuve l'avait forgé, préparé pour ce moment. Leïla se leva et s'approcha de la fenêtre une dernière fois avant d'aller se coucher. La lune se reflétait sur l'eau de la marina, créant un chemin argenté qui semblait mener à l'infini. Une brise légère s'était levée, faisant doucement teinter un carillon que Fatima lui avait offert pour son emménagement. Elle pensa à la jeune fille de Mardin qui rêvait d'horizons lointains, à la femme de ménage invisible qui observait et apprenait dans le silence, à la professionnelle respectée qu'elle était devenue. Toutes ces versions d'elle-même coexistaient, formant une continuité plutôt qu'une rupture. Dans le silence de son appartement, entourée des symboles de son passé et des promesses de son avenir, Leïla murmura les mots que sa grand-mère Elif lui avait appris il y a si longtemps. Même les inaudibles portent des vérités que le monde a besoin d'entendre.
Et parfois, quand on ose enfin parler avec sa propre voix, le monde commence enfin à écouter.